Bonjour, je suis Linda Kofi et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Alinergie. Ici, nous parlons non seulement des questions liées à l'énergie, qu'elles soient techniques, économiques ou géopolitiques, mais nous accueillons également des personnes évoluant dans ce domaine-là, que ce soit des étudiants ou des professionnels, afin qu'ils nous partagent leur parcours ainsi que leur vision du monde de l'énergie. Notre invitée du jour s'appelle Penda Fall, c'est une jeune étudiante ivoirienne qui évolue dans le domaine de l'énergie. De l'université de Cocody à Jülich en Allemagne aujourd'hui, en passant par l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger, son parcours, son engagement dans l'associatif, notamment en ce qui concerne les questions climatiques, sa force de caractère et son mindset forcent l'admiration. J'ai passé 1h30 de pur émerveillement à écouter cette jeune femme inspirante qui, je n'en doute pas une seconde, ira très loin. Plongez avec moi dans son univers, je vous garantis que vous ne verrez pas le temps passer. Je vous laisse donc suivre l'échange entre moi et qui sait, peut-être la future ministre de l'énergie de Côte d'Ivoire. Bon visionnage. Bonjour Penda, tu vas bien? Bonjour Linda, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Je vais très bien aussi, merci. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de t'accueillir pour cet entretien avec Dalinergie et je te remercie pour ton temps et ta disponibilité, qui, je n'en doute pas, sont précieux. Alors, sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter brièvement à nos auditeurs, dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu es basé, ce que tu fais dans la vie? Qui est Penda Fall? Merci. Je me nomme Penda Fall, je suis actuellement étudiante en master international d'énergie et hydrogène vert et pour cela je suis actuellement basée au Niger. Je précise que je suis de nationalité ivoirienne, de père sénégalais, même si parfois le nom Fall fait qu'on dit, bon, D'accord, pas ok. vraiment ivoirienne, mais je suis ivoirienne de père sénégalais. Et comme je l'ai dit, je suis actuellement étudiante basée au Niger et j'évolue dans ce domaine qui est le domaine de l'énergie. D'accord, très intéressant. Déjà, la chose intéressante, c'est que je pensais au départ que tu étais d'univers, jusqu'à ce que je sois en contact avec toi. Et je me demandais, Fall, ivoirien, donc je me posais un peu la question. Donc c'est intéressant de savoir que tu as également un côté sénégalais, mais tu as grandi en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis née en Côte d'Ivoire et je précise que je ne suis pas encore allée au Sénégal, donc je suis 100% Ok, ivoirienne. ok, mais ça marche. Alors, mais une fois que ça s'est dit, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ton parcours académique? Quelle formation tu as suivie? Par quels établissements tu es passé et tout ça? Ok. Alors, déjà, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2015 au lycée classique d'Abidjan, un baccalauréat série D. Et à l'issue de ce baccalauréat, j'ai été orientée en mathématiques, physique et technologie, qu'on appelle aujourd'hui EEAI, qui signifie électronique, électrotechnique, automatisme et informatique. Donc, au départ, quand j'ai été orientée dans cette université, à l'université Félix Houphouët-Boigny, je devais tout d'abord faire un tronc commun de physique-chimie avec les étudiants et orientés en physique-chimie et orientés en MPT, mathématiques, physique, technologie, et je suis orientée en MPCT, mathématiques, physique, chimie, technologie. Donc, j'ai fait la première année de tronc commun avec tous ces étudiants. À l'issue de la deuxième année, j'ai préféré poursuivre en physique-chimie parce que j'avais déjà en tête que je voulais faire de la physique. Donc, je ne suis pas, je n'ai pas progressé avec les filières techniques, tout ce qui est comme mathématiques, physique, technologie. J'ai poursuivi en physique-chimie et ensuite, au cours de la troisième année, je me suis spécialisée en physique. Donc, j'ai fait une licence de physique. Après la licence de physique, je voulais débuter une carrière professionnelle parce que de façon générale, la licence de physique à l'université, c'est un peu plus général, ce n'est pas quelque chose de très technique. Donc, je me suis inscrite en licence professionnelle développement durable, option efficacité énergétique, énergie de sources renouvelables et domotique au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, qui est une école affiliée à la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Et donc, c'est à l'issue de cette licence de physique, cette licence professionnelle, que j'ai postulé pour une bourse d'études qui est, on va dire, lancée par un centre ouest africain appelé WASCAL, qui évolue dans tout ce qui est comme changement climatique et tout, et qui est aussi financé par le ministère fédéral allemand.
Donc, c'est à l'issue de cette sélection pour la bourse que j'ai été sélectionnée pour ce master international en énergie et hydrogène vert que je poursuis actuellement. Et je suis presque en fin de master. Je dois débuter la dernière partie de ce master le mois prochain et la soutenance est prévue pour fin septembre. Donc, c'est un peu ça pour mon parcours. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Tu as répondu à certaines questions que j'avais par la suite déjà, mais c'est parfait. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi le choix d'une filière technique et particulièrement l'énergie? Est-ce que tu as hésité avec d'autres choses ou est-ce que tu savais directement d'ores et déjà ce que tu voulais faire? Pourquoi ce choix? Alors, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, j'avais un penchant pour les sciences économiques. Je voulais d'abord en premier lieu faire des sciences économiques. J'avais un oncle j'ai un oncle, pas au passé, j'ai un oncle voilà, qui est banquier, qui travaille dans une banque de la place en Côte d'Ivoire et qui était une petite source d'inspiration pour moi, tout ce qui est comme économie. Donc, je voulais vraiment faire la science économique sans pour autant penser que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que j'y étais intéressée, mais juste parce que je le voyais comme un modèle, on va dire. Et donc, au niveau des orientations, quand la première vague est sortie, je n'ai pas été orientée en sciences économiques, j'ai été orientée en mathématiques, physique, technologie. Du coup, j'ai fait une réclamation pour pouvoir être réorientée en sciences économiques. À l'issue des réclamations, j'ai encore finalement été orientée en mathématiques, physique, technologie. Donc, je dis, bon, bah, on va essayer la première année et puis voir si ça, voilà, si ça me sied. Peut-être que je vais continuer. Sinon, à l'issue de la première année, on va essayer de voir s'il y a une possibilité de s'inscrire peut-être au privé ou quoi pour poursuivre en économie. Et comme la première année s'est passée plutôt bien, j'ai appris à aimer le domaine de la science. J'ai commencé à avoir un penchant pour tout ce qui est comme aviation civile, tout ce qui est comme physique. Je rêvais vraiment, voilà, au sommet. Et je me suis dit, bon, je vais faire la physique et après la physique, je vais essayer de mieux me décider en fonction des opportunités qui s'offrent parce qu'on peut bien vouloir faire un domaine, mais il n'y a pas forcément des opportunités à l'instant T. Donc, je me suis dit, bon, je vais passer pour la physique. Et c'est ainsi que quand j'ai fait la licence de physique, il y a ce concours qu'on appelle le concours de l'EAMA, qui est une école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. J'ai passé tout d'abord ce concours. La première fois, je ne l'ai pas obtenu. C'était pour faire un cycle ingénieur en aviation et tout. Et c'est à l'issue de ce premier échec que j'ai décidé, bon, pourquoi pas penser à quelque chose de plus réaliste, quelque chose qu'on peut facilement trouver des opportunités. Et c'est en faisant des recherches que j'ai entendu parler du domaine de l'énergie, tout ce qui est comme efficacité énergétique, et ça m'a semblé beaucoup plus intéressant. Et j'ai vu que, ah, mais tiens, il y a même une école ici en Côte d'Ivoire appelée CME, Centre des métiers de l'électricité, où on peut voilà, étudier ce domaine. Et puis bon, c'est par là que tout est passé, que j'ai débuté, on va dire, une carrière d'études dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est un peu ça. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je me suis lancée et puis bon, on apprécie ce qu'on fait. Ok, ben c'est super. C'est très intéressant parce que ça me fait penser à ma propre histoire. J'ai fait une filière que je n'avais pas choisie au départ et j'ai fini par l'aimer par la suite. Mais c'est vrai que c'est à double tranchant parce que j'ai des amis qui ont également été dans ce cas-là, qui n'ont pas du tout aimé la filière, qui l'ont faite parce qu'ils ont eu une bourse ou une opportunité ou autre et qui, à la fin, l'ont tellement détesté, se sont retrouvés à aller faire autre chose après. Donc bon, heureusement, je suis contente que tu aies aimé finalement cette filière. Mais, mais aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis vraiment heureusement qu'on m'a orientée en physique parce que j'aurais vraiment pas été bien en sciences économiques ou tu te dis ben, peut-être que ça aurait été mieux en sciences économiques, même si tu es bien aujourd'hui là où tu te trouves? En toute sincérité, non, je ne me dis pas que c'est pour un manque de compétences en sciences économiques que j'ai été orientée dans les sciences exactes. Parce que je me souviens qu'en faisant les réclamations, nous sommes même allés, ma mère et moi, à la direction des études en abréviation, je crois que c'est la DOREX,
Nous sommes allés au plateau à Abidjan pour faire les réclamations et les agents d'orientation qui étaient là ont dit, ben, madame, si votre fille a été orientée en sciences physiques, c'est parce qu'elle a beaucoup plus de, on va dire, de capacité à faire tout ce qui est comme domaine scientifique plutôt que de l'envoyer dans des domaines qui sont certes scientifiques, mais un peu plus littéraires, un peu moins faciles. C'est vrai que chaque filière a ses réalités, mais il faudrait la laisser. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Moi, je dis non, je veux faire les sciences éco, je veux devenir banquière et tout. Et puis bon, c'est de là que c'est parti. Donc, je pense que c'est pas vraiment pour un motif de compétence, mais ça a été plutôt évalué comme ça. Et parfois, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle la chance, il y a ce qu'on appelle, bon, voilà, un peu de tout. Mais avec du recul, je ne regrette pas vraiment ce que je suis en train de faire. Et je me dis que, bon, c'est le coup du destin, donc on fait avec et c'est super. Ok, bah c'est super alors. Ravie que tu sois contente de ce que tu fais aujourd'hui. Et dans ton master actuel, qui est un master en énergie et hydrogène vert, c'est ça? Quels sont les sujets clés qui sont abordés et est-ce que tu peux nous en dire davantage? D'accord. Alors, c'est un master international en énergie et technologie de l'hydrogène vert que je suis actuellement. Et les sujets les plus importants qu'on aborde sont ce qu'on appelle l'énergie photovoltaïque, l'énergie électrique qui est produite à partir du soleil, de tout ce qui est comme cellules photovoltaïques, technologie, les modules photovoltaïques et tout. Il y a également ce qu'on appelle la bioénergie, toute énergie produite à partir de biomasse. Il y a également l'éolienne, l'hydroélectricité, tout ce qui est comme énergie produite à partir du vent et de l'hydraulique, donc de l'eau. On parle également un peu d'économie, de politique, d'infrastructure, tout ce qui pourrait nous permettre de pouvoir développer ces énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, parce que c'est un master qui est plus penché pour avancer la transition énergétique en Afrique de l'Ouest, qui est plus pensé pour faire la promotion de l'énergie renouvelable, mais surtout pour apprendre davantage sur l'hydrogène vert. Donc, on fait également des cours de production d'hydrogène vert, des cours de stockage d'hydrogène et tout ce qu'il y a comme distribution, transport et tout, parce que c'est une énergie qu'on peut utiliser comme alternative aux carburants fossiles et tout. Donc, on parle beaucoup de ce genre de sujet, mais de façon globale, je dirais, on parle plus de la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Ok, d'accord, je comprends. Et c'est un master qui existe depuis longtemps ou est-ce qu'il est récent? Très récent, c'est un master qui est très récent. Nous sommes la première promotion. Déjà, il faut dire que le centre Wascal, qui est un centre scientifique sur les changements climatiques, milite depuis plusieurs années, si je me souviens très bien, depuis 2012, milite depuis 2012 dans la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont particulièrement dans les zones rurales et plus affectées par les changements climatiques. Et ce centre est financé par le ministère fédéral allemand. Donc, chaque année, ils ont des bourses d'études qu'ils lancent pour des programmes de master et de doctorat qui sont soit axés sur le changement climatique de façon globale, soit l'agriculture durable, la transformation durable, tout ce qu'il y a comme master dans ce sens. Et cette année, je dirais plutôt en 2021, en avril 2021, ils ont décidé de lancer un programme qui va prendre en compte la production d'énergie et les technologies de l'hydrogène vert. Parce que l'hydrogène vert, c'est une technologie qui est déjà beaucoup développée dans les pays européens comme l'Allemagne, la France et même la Chine, des pays asiatiques. Donc, ils ont vu que, OK, l'Afrique a d'énormes potentiels dans cette production d'énergie renouvelable qui nous permettra de produire de l'hydrogène vert. Donc, il faudrait, comment on va dire ça, installer ce programme ou encore développer ce programme en Afrique pour permettre d'abord de former des jeunes qui seront sous forme de ressources humaines pour perpétuer cette technologie, pour pouvoir permettre de mieux développer cette technologie en Afrique de l'Ouest et aussi, dans ce sens, former d'autres personnes. Donc, nous, notre promotion, nous terminons d'ici fin 2023, mais la seconde promotion a déjà été lancée. Les candidatures sont en cours et le démarrage des cours est prévu pour juin 2023. C'est un peu de ça qu'il s'agit.
D'accord, ok, je comprends. Et il y a combien de personnes à peu près dans ta promotion? Et est-ce que toute la promotion est boursière? Et, comment ça marche? Oui, au départ, la sélection a été faite sur un total de 60 étudiants pour la promotion. 60 étudiants, c'est-à-dire, d'abord, je tiens à préciser que c'est un master qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO. Je parle du Cap-Vert, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Mali, du Nigeria, tous ces pays, même la Sierra Leone, tous ces pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour ces 15 pays, 4 étudiants ont été sélectionnés par pays en raison de 4 spécialisations. Donc, on va dire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons été 4 qui avons été sélectionnés. Et parmi ces 4, chacun d'entre nous a une spécialisation différente. C'est-à-dire, je crois bien même que la première année, nous avons fait les cours tous ensemble, mais à partir de la deuxième année, qui a débuté depuis octobre 2022, chacun de nous étudie quelque chose d'un peu plus différent, qui est certainement lié à ce que l'autre étudie, mais qui est ta spécialisation un peu plus proprement dite. Donc, 4 étudiants par pays, en raison de 15 pays, ça fait 60 étudiants. Et donc, et tous les étudiants sont boursiers. Tous les étudiants sont boursiers. Nous avons la bourse qui couvre les frais de logement, les frais de scolarité, également les voyages dans le cadre du master, parce que le D'accord. quatrième semestre est censé débuter le mois prochain, se fera en Allemagne. Donc, à partir du mois prochain, nous irons tous en Allemagne pour un stage de 4 mois. Et à l'issue de ce stage, nous aurons la préparation à la soutenance pour septembre. Donc, tous ces frais sont couverts, l'assurance maladie, c'est une bourse complète, on va dire, une bourse complète pour chaque étudiant. Ah, mais c'est super, c'est une superbe opportunité. Et comment est-ce que tu as été sélectionnée? Est-ce que le processus de sélection a été vraiment rude? Est-ce que ça a été Oui, long? oui, on va dire, déjà, moi, je n'ai pas très vite eu l'information. Les candidatures devaient se terminer le 30 avril 2021 et c'est même le 29 avril que j'ai pu envoyer mon dossier. Ah oui? Donc, ça a été que sur le coup du tac. Vraiment, on va dire une chance de dernière minute que j'ai postulé, j'ai envoyé. Et chaque pays a sa sous-représentation. Donc, on a le Centre Ouaskal Côte d'Ivoire qui est basé à Bingerville au sein du pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët à Bingerville. Et donc, j'ai envoyé mes dossiers, tout ce qu'il y a comme lettre de motivation, les relevés de notes de tout le parcours de licence, la lettre de motivation et tout. Et tout ça, c'était en anglais. J'ai également oublié de préciser que le programme est purement en anglais, que ce soit les cours, les examens, les formations, tout ce qu'il y a comme activité liée au programme, c'est en anglais. Et c'est pour cela que pour nous, étudiants venant des pays francophones, nous avons eu à effectuer 4 mois d'apprentissage d'anglais à l'université de Cape Coast du Ghana avant de débuter les cours. Et tout ça faisait partie aussi du programme, de la bourse. Donc, après avoir postulé, je me souviens que j'avais débuté mon master 1 de physique parce que j'avais soutenu la licence, j'étais en attente de soutenance également de ma licence professionnelle. Donc, en attendant tout ça, j'ai débuté le master 1 de physique à l'université Félix Houphouët. Et un matin, j'étais en cours, je me souviens, en cours de physique des solides avec un professeur d'université. Et j'ai reçu un email, on me dit, Mademoiselle Falfanda, nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été présélectionnée pour la bourse d'études du programme. Et vous avez un interview le vendredi. C'était un mercredi. Et j'avais l'interview le vendredi à 9h au Centre Pascal. Un interview qui devait se faire purement en anglais. Et à l'issue de ça, on ne sélectionne qu'une seule personne pour la spécialisation pour laquelle j'ai été présélectionnée. C'est-à-dire, soit c'est toi, soit c'est pas toi, vous êtes peut-être 5 à faire l'interview, on a besoin d'une seule personne. Donc là, automatiquement, j'ai pris mon sac, j'ai dit non, il faut que j'aille me préparer pour cette interview parce que j'ai vraiment envie d'être sélectionnée pour le programme. Donc à la pause, je suis partie rapidement à la maison, je me suis préparée, tout ce qu'il y a comme information sur l'hydrogène, les énergies renouvelables, revoir encore mes lettres de motivation, tout ce que j'avais écrit, mes raisons pour lesquelles je voudrais participer. Et c'est ainsi que j'ai fait l'interview. Je me souviens qu'après avoir fait l'interview, le directeur de Wascal m'a regardé, il m'a dit
C'est la seule formation, la seule spécialisation pour laquelle tu as postulé. Je dis oui. Il dit ok, pas de souci. Eh bien, mademoiselle, commence à faire ton passeport, on verra parce que il me semble que oui, il me semble qu'elle a été la meilleure de l'entretien depuis que nous avons commencé. J'étais là, Ah, oh, bravo! j'étais vraiment très, très contente. Et à peine je suis arrivée à la maison, j'ai également reçu une notification de confirmation que voilà, vous venez d'obtenir vos études pour cela. Je dis, ah, moi, l'université de Cocody, c'est terminé. Je ne vais plus retourner là-bas et tout. Et puis, c'est comme ça que ça a débuté. Donc, c'était vraiment chaud sur le tas, mais voilà, c'était vraiment très, très intéressant. Mais en tout cas, bravo et félicitations parce que qu'une opportunité tombe comme ça n'arrive pas de un tous les jours et puis félicitations parce que tu étais préparée pour la recevoir et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'université de Cocody. Ok. Souvent, on dit que les cours, sont pas réguliers, et que c'est compliqué pour les étudiants de terminer l'année, tout ça. Pour toi, quelle a été ton expérience en tant qu'étudiante en licence de physique, à l'université Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan? Ok. En ce qui concerne l'université de Cocody, d'abord, je tiens à dire que quand bien même que voilà, il y a tout ce qu'il y a comme imperfection, tout ce qu'il y a comme challenge et tout, il y a également de très bonnes, on va dire, de très bonnes choses qu'on on tient de l'université de Cocody. C'est aujourd'hui un avantage pour moi de venir dans cette bourse, de faire des cours que j'ai déjà fait à l'université de Cocody et pour lesquels bon, c'est vraiment plus facile même à comprendre parce qu'aujourd'hui, avec l'explication des profs ici, c'est un peu plus difficile de comprendre, déjà que c'est en anglais. Mais avec la bonne formation que j'ai reçue avec mes professeurs de l'université de Cocody, c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre. Donc, pour dire d'abord qu'au niveau de l'université de Cocody, la formation est de qualité. Il y a des imperfections, c'est clair, en ce qui concerne la manière dont les cours sont dispensés. Quand nous avons une filière où nous avons c'est un très grand nombre d'étudiants dans un amphi, un professeur qui n'a peut-être pas assez de matériel pour pouvoir dispenser correctement le cours, c'est difficile. Mais c'est à l'étudiant de fournir beaucoup plus d'efforts, de chercher à comprendre de lui-même, d'avoir des groupes d'études, de faire des recherches et tout. Donc, et à côté de cela aussi, il y a les réalités de chaque filière. Dans ma filière, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'au lieu d'appliquer le système de crédit et tout ça, on appliquait le système des unités de valeur. Donc, quand bien même que tu as obtenu une excellente moyenne, que tu as validé un certain nombre de crédits, quoi que ce soit, le simple fait, par exemple, d'avoir une note éliminatoire ou peut-être d'avoir tout validé sauf une matière, on peut carrément te recaler alors que tu as peut-être eu la mention de façon globale. Il y a tellement de défauts dans le système d'enseignement appliqué qui font que certains étudiants se découragent. Et j'ai même moi été victime de ce système en licence de physique, ce qui m'a plutôt coûté une année de plus. J'ai terminé ma première année de licence, de la licence 3 de physique. Et à l'issue de cette licence 3, j'avais validé toutes les matières sauf deux matières et j'avais obtenu une moyenne de 13. Je précise que c'est très difficile d'obtenir même 12 de moyenne en physique. Donc, c'était déjà un exploit. Et là, je vois mon procès verbal de délibération, je suis ajournée. Je ne comprends pas parce que normalement, selon le système de crédit et tout ça, le système LMD, je suis normalement admise. En tout cas, en master, je n'ai pas de notes éliminatoires et tout. Et j'ai fait toutes les réclamations possibles, ça n'a pas abouti. Donc, j'ai dû reprendre la licence 3 de physique pour deux D'accord. matières. Oui, donc j'ai repris la licence. Et c'est en fin de deuxième année de licence 3 que j'ai débuté la licence professionnelle à Benjamin. Pour dire que oui, ce sont des imperfections qui, voilà, qui atteignent plus d'un, qui m'ont moi aussi touchée. Mais bon, on finit toujours par s'en sortir et puis on ne blâme personne que soi-même parce que si j'étudie, que je valide, je passe. Je n'ai pas besoin de compter sur un système pour pouvoir avancer en tant que tel. Donc, c'est un peu ça. De façon globale, moi, je suis fière du parcours que j'ai eu à l'Université de Cocody. Je suis fière également de cette université et j'espère juste que de plus en plus, il y aura de l'amélioration des conditions d'enseignement et tout.
Ben super, je suis contente d'entendre ça, pour le coup, que la formation est de qualité. Et donc, quoi qu'on dise, donc finalement, on a quand même des universités qualitatives chez nous. Et donc, je suis contente d'entendre ça. Mais aujourd'hui, tu es au Niger, donc d'Abidjan hier à Niamey aujourd'hui. Est-ce que tu ne t'es pas trop sentie dépaysée, que ce soit au niveau personnel ou bien académique? Est-ce que l'adaptation a été facile? Quelles sont les différences fondamentales entre le système universitaire ivoirien et nigérien? C'est quoi les différences majeures? Ok, déjà, je me suis sentie dans les débuts très dépaysée. Le transfert, on va dire, de la Côte d'Ivoire à Niamey s'est fait en passant par le Ghana. Donc, j'étais d'abord en Côte d'Ivoire. En juin 2021, je suis allée au Ghana pour les cours de langue, les cours d'anglais. Ce premier départ s'est passé plutôt bien parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays voisins qui partagent à peu près les mêmes cultures, à peu près le même climat en termes de conditions atmosphériques, la chaleur, les pluies, tout est à peu près pareil. Donc, c'était vraiment plus facile. Et la Côte d'Ivoire et le Niger sont voisins. Du coup, psychologiquement, je sais que je ne suis pas vraiment loin, je suis juste à côté. Et je me rappelle qu'avant même de venir au Niger, je suis partie une fois en Côte d'Ivoire. Je suis retournée une fois à Abidjan par la route. C'était pas vraiment difficile, la route est plutôt bonne, plutôt praticable, donc c'était bon. Du coup, au Ghana, c'était vraiment bon au niveau de la nourriture également, ça allait. Mais quand il fallait maintenant quitter le Ghana et aller au Niger, là, c'était tout autre chose. Parce qu'on passe d'un pays, on va dire, subsaharien, avec la plage, avec un climat relativement ensoleillé, mais avec des pluies, des saisons bien. Et on migre vers un pays sahélien avec un climat très chaud, des conditions de vie qui sont très différentes de nos pays côtiers, des infrastructures également qui sont très différentes. Et c'était vraiment très compliqué, très, très compliqué. D'octobre 2021 à, on va dire même, presque toute une année, c'était très compliqué parce qu'il fait très, très chaud au Niger et c'était pas plus facile. Mais bon, on y arrive toujours, donc on va là, on y tient. Maintenant, on est habitué et on se rend compte que, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, c'est 26 jours. On a jugé moins 27 de quitter le Niger. Donc, on est là, oh, pas en fait, mais bon, on a survécu. Ça va. Ok, super alors, mais maintenant en termes de cours, en termes de contenu académique, système et tout ça, est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Est-ce que là encore tu as été un petit peu dépaysé? Est-ce qu'il a fallu faire un petit réajustement? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. Ben, je peux dire la différence la plus importante, c'est le nombre d'étudiants au niveau de la classe. Au départ, on était 60. Il y a les équipements et les infrastructures nécessaires pour pouvoir faire les cours. Donc, quand bien même qu'on est 60 dans la classe, on a tout ce qu'il y a comme matériel pour étudier. Voilà, c'était bon. Actuellement, nous sommes 15 par classe, donc c'est encore meilleur. Le système d'enseignement c'est le système LMD. On fait les examens. Chez nous, on fait les examens chaque semaine. On fait les cours. Ah ouais. On peut commencer oui, on commence le cours par exemple le lundi. Si c'est un cours d'une semaine, on fait le cours du lundi au vendredi et le samedi, on compose. Du coup, ben, tu as fini ta semaine et tout va bien. Et si c'est un cours de 2 semaines, du lundi au lundi prochain jusqu'au vendredi, le samedi, on compose et ça passe. Et bon, ça, c'est plutôt bien. Je dirais que c'est un peu plus différent que celui de la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, on fait les examens de façon semestrielle. Du coup, tu accumules des matières et ensuite, tu dois venir recomposer toutes ces matières que tu as eu à faire depuis plusieurs mois. Donc, parfois, c'est un peu plus difficile, mais parfois, ça a ses avantages parce que ça te permet de bien assimiler, de mieux comprendre certaines choses. Alors que de notre côté, parfois, quand tu fais le cours du lundi au vendredi, tu n'as pas vraiment le temps de pouvoir reprendre les cours, de mieux comprendre. Ça demande beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Donc, c'est un peu, on va dire, le pour et le contre, mais les systèmes d'enseignement sont un peu plus différents. D'accord, mais c'est bon à savoir.
Et en tant qu'étudiante, tu as sûrement eu à faire, des stages pour, valider tes formations ou bien, des stages, de façon spontanée parce que tu avais envie de découvrir tel ou tel métier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as pu faire? Oui, alors je dirais que tout ça s'est plus passé en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai eu à effectuer 3 stages. D'abord, le premier stage, c'est lorsque je venais d'obtenir mon baccalauréat, j'ai intégré une société qui s'appelle Colmi Côte d'Ivoire, qui évolue plus dans tout ce qui est comme centre d'appel, tout ce qui est comme on va dire plus émission d'appel pour certains opérateurs comme Orange Côte d'Ivoire et aussi pour le gouvernement ivoirien. Donc, j'ai intégré cette entreprise où j'étais chargée. C'était plutôt une campagne de recrutement qui a été faite pour travailler pour l'opérateur MTN Côte d'Ivoire dans le processus de recensement des abonnés. J'occupais le poste de téléopératrice de saisie. Et dans cette entreprise qui est située à la Riviera à Toulon, nous avions toutes les données des abonnés de l'opérateur MTN Côte d'Ivoire qu'on reçoit sur une base de données. Et nous avons des plateformes où nous devons saisir ces données, les scans des photos, des cartes d'identité et tout. On va dire une meilleure organisation de toutes ces données. Donc, c'était ce que je faisais à Calmi. J'ai fait le stage de novembre 2015 à février 2016. Et j'ai commencé la licence 1 à l'université Félix Houphouët-Boigny en mars 2016. Donc, c'est justement pour cela que j'ai arrêté le stage. Ensuite, mon deuxième stage, c'était à l'entreprise Lumos Côte d'Ivoire. Je pense que là-bas, j'étais conseillère client en énergie solaire. Donc, l'entreprise commercialise des systèmes d'énergie solaire sous forme de kits pour des clients qui sont plus en zone rurale, en Côte d'Ivoire, et qui leur permet de pouvoir avoir accès à l'électricité pour des petits équipements comme la télévision, charger le téléphone, charger les petites lampes, ce genre de trucs. Et mon rôle était de les assister par téléphone. Il y a des clients qui ne savent pas utiliser les équipements, qui ne savent pas comment recharger les équipements pour que ça marche, ou qui ont des problèmes techniques. Donc, quand ils appellent, on essaie de les assister sur ce qu'ils doivent d'abord savoir, identifier leurs soucis, leurs problèmes, et ensuite, en fonction de cela, soit résoudre directement le problème, soit transférer le problème à un service plus compétent ou appeler des techniciens qui vont se rendre dans la zone pour essayer de mieux assister le client. Et j'ai fait ce stage en mai 2020, je pense. Et c'est à l'issue de cela que j'ai été contactée par l'entreprise Palmsy du groupe SIFCA en Côte d'Ivoire pour un stage pour la soutenance de ma licence professionnelle. Donc, j'ai fait un stage de 3 mois à Palmsy dans la région de Tabou. L'entreprise, parce que le groupe SIFCA a plusieurs entreprises Palmsy. Donc, l'entreprise où j'étais, c'est l'entreprise de Palmsy Bliduba à Tabou, plutôt à la frontière du Libéria, à la frontière avec le Libéria. J'étais là-bas, je travaillais au département énergétique, au département de production d'énergie, pour mon thème de licence professionnelle qui consistait à faire un audit énergétique de la centrale à biomasse. Là-bas, on produisait à la fois de l'électricité pour alimenter les villages environnants et aussi de la vapeur saturée qu'on utilise pour certains procédés au niveau de l'usine pour la production de l'huile de palme à partir des graines. Donc, j'étais plus au niveau de la production d'énergie, essayer de faire un audit énergétique, détecter tout ce qu'il y a comme anomalie au niveau des procédés énergétiques de l'entreprise et en fonction de ça, de proposer des solutions, des recommandations qui allient à la fois efficacité énergétique, développement durable et tout ça. Donc, j'ai fait ce stage. Je me souviens plus trop de la période, mais c'est quelque temps, j'ai terminé le stage quelque temps avant d'avoir la bourse. C'était sûrement aux environs de février 2021. Donc, j'ai eu à faire ces 3 stages qui m'ont permis d'avoir une petite idée sur le domaine professionnel. Et puis, bon, c'était pas trop mal. Donc, c'est un peu ça. OK, c'est intéressant. Tu as dit que la compagnie Palmsy t'avait contacté. Est-ce que tu avais au préalable envoyé une candidature ou bien ils t'ont spontanément OK. Mais on sait
D'accord. Mais on sait que parfois la période de recherche de stage, elle est un peu difficile et un peu stressante pour les étudiants. Est-ce que pour toi, ça a été facile? Est-ce que tu as envoyé des centaines de candidatures avant d'avoir des entretiens? Comment ça s'est passé? D'abord, pour le premier stage que j'ai eu à effectuer après mon baccalauréat, j'ai pu effectuer ce stage parce que j'ai ma grande soeur qui travaille dans l'entreprise. Donc, au lieu de rester à la maison à ne rien faire, je venais franchement d'obtenir le baccalauréat et les cours à l'université ne débutent pas très rapidement. Elle a proposé à ce que je puisse participer à cette campagne pour pouvoir déjà apprendre à mieux maîtriser l'outil informatique parce qu'on utilisait beaucoup l'ordinateur, tout ce qui est comme Word, Excel et certains logiciels. Et c'est justement ce qui m'a permis aujourd'hui de maîtriser le clavier, de pouvoir être très rapide dans la saisie et tout. Donc, c'est ainsi que j'ai intégré cette compagnie pour le stage. Le deuxième stage, je l'ai obtenu, j'avais déposé comme ça mes dossiers, ils ne m'avaient pas appelé. J'avais d'abord même fait un entretien et je n'avais pas été rappelée parce qu'ils ont dit qu'ils avaient déjà un certain quota à tête, mais ils faisaient ces entretiens pour avoir une liste d'attente. Je dis OK. Et c'est ainsi, peut-être, on peut dire même 3 mois après que j'ai été appelée pour pouvoir intégrer l'entreprise Lumos dans le cadre de l'énergie solaire et tout. Donc, je peux dire que j'ai beaucoup patienté. Et en parallèle de cela, je déposais toujours des candidatures en ligne, en présentiel, comme si. Et pour le stade de soutenance, c'est l'école qui s'en est chargée. L'école a récupéré nos CV et ils ont envoyé à certaines entreprises partenaires. Et c'est en fonction de cela l'entreprise qui souhaite avoir dans son équipe, on va dire, de contact. Et quand tu arrives dans l'entreprise, maintenant, tu es la personne c'est toi-même qui proposera en fait le thème sur lequel tu voudras travailler en relation avec les objectifs de l'entreprise et en relation avec ta formation. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais en toutes ces trois stages, j'ai beaucoup galéré. J'ai toujours eu à déposer les demandes comme si, mais ce n'est vraiment pas du tout facile. Et je pense que c'est la réalité que plus de vivent actuellement dans la recherche de stage et d'emploi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas aisé pour tout le monde et qu'il faut s'accrocher. Mais pour le master que tu fais actuellement, est-ce que tu vas devoir faire un stage à un moment donné pour, valider la formation? Oui, le stage se fera le mois prochain et ça faisait partie déjà même du contrat de la bourse. On savait déjà que le master était divisé en 4 semestres. Les 3 premiers semestres, ce sont des semestres de cours, des semestres de spécialisation, d'apprentissage, de tout ce qu'il y a comme notion autour du master. Et le 4e semestre est dédié au stage. Et on savait déjà qu'on devait aller en Allemagne pour le stage, dans notre spécialisation, écrire notre mémoire et défendre ici à Niamey, dans l'université de la spécialisation. Et pour ce stage, c'est le Centre Wascan en partenariat avec le ministère fédéral allemand qui s'en charge. D'accord, mais est-ce que vous allez tous faire vos stages dans le même centre? Est-ce que c'est des entreprises qui vont vous recevoir en Allemagne ou c'est quoi les modalités? Ok, d'abord, on fera tous ensemble le stage. Donc, on ira tous ensemble, les 60 étudiants, le mois prochain en Allemagne. D'ici fin avril, on ira tous pour le stage, tous en même temps, et on défendra tous ensemble le master en fin avril. Enfin, plutôt fin 2023, fin septembre. Et en ce qui concerne les entreprises ou quoi que ce soit de ce genre, pour mon cas, en fonction de ce que je travaille, ce sur quoi je travaille actuellement, j'irai plus dans un centre de recherche qui est appelé Jülich, qui se trouve en Allemagne, où je travaillerai avec une certaine équipe de recherche sur des cellules photovoltaïques, l'amélioration de certains critères dans ce sens et tout. Donc, pour ceux qui font des formations, des spécialisations différentes, ils iront soit dans des universités partenaires. Pour l'instant, je dirais que le programme n'est pas vraiment très détaillé dans ma tête. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je sais que dans un premier temps, ce qui me concerne, j'irai dans un centre de recherche d'abord. Mais je ne sais pas trop la suite, comment ça va se passer et tout. D'accord, OK.
Mais c'est un super programme en soi. Vous avez le stage déjà de prévu, on vous fait une formation en anglais. C'est vraiment un programme super intéressant. Peut-être que certaines personnes, en regardant cette session, vont être super intéressées, vont vouloir postuler. Oui, Bon, on va aller sur un volet un petit peu différent. Alors, quand d'accord. on est étudiant, et même après, hein, souvent, on est encouragé à s'engager dans des clubs, des activités associatives ou alors sportives. Et je sais, because I did my homework, que tu n'es pas en reste. Tu as été secrétaire générale pour sciences et technologies au féminin pendant 2 ans. Aujourd'hui, tu es SDG advocate, donc défenseuse ou activiste pour les objectifs de développement durable, ambassadrice pour le climat en Afrique, sustainability leader, bénévole dans différentes actions climatiques. J'ai lu tout Oui. ça, je me suis dit, waouh, c'est une pile électrique. Non, mais vraiment, c'est formidable. On va décortiquer tout ça. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton engagement dans l'associatif? D'accord. Alors, déjà, je vais dire que cet engagement dans la vie associative a commencé quand j'ai quitté mon pays. En Côte d'Ivoire, je n'étais pas très associative. Je militais seulement dans une seule association, qui est l'association Sciences et Technologies au féminin, mais j'étais beaucoup plus, voilà, focus sur mes cours et tout. Et c'est après avoir quitté la Côte d'Ivoire que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les jeunes et qu'il faudrait, voilà, on va dire, se laisser y aller. Donc, j'ai été effectivement secrétaire générale de l'association Sciences et Technologies au féminin en Côte d'Ivoire, une association qui fait la promotion de la participation de la femme dans la science. Donc, on a fait d'abord débuter en tant qu'association des jeunes filles en physique-chimie. C'est une de nos collègues que je salue au passage, Christelle Legault, qui a eu cette idée de créer cette petite association pour nous parce qu'on était très peu de filles dans la filière physique-chimie. Donc, elle a trouvé que c'était une opportunité pour nous de se soutenir, de s'aider, de se motiver. Et après, l'idée est venue d'encourager plus d'autres filles à s'intéresser à ce domaine. Et c'est en essayant d'améliorer la vision de l'association qu'elle a été finalement dénommée Sciences et Technologies au féminin, qui aujourd'hui est très bien reconnue en Côte d'Ivoire, qui fait plusieurs activités dans le domaine des sciences, dans plusieurs universités, dans plusieurs écoles en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'ai été secrétaire générale. J'étais plutôt chargée de gérer tout ce qui est comme volet administratif de l'association, tout ce qu'il y a comme organisation de réunions, parfois même diriger les réunions, l'assiduité des membres. Et j'ai aussi été la présidente du comité d'organisation de notre première activité officielle à laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur a participé, le professeur Adama Diawara et tout. Et quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai volontairement décidé de rendre ma démission parce que déjà, premièrement, je voulais être plus focus sur ma formation. Et je sais que ce n'est pas vraiment facile pour moi de remplir mes tâches étant à distance, d'organiser toutes ces réunions avec les membres. Pourtant, il y a des personnes aussi qualifiées qui peuvent le faire. Donc, j'ai volontairement Mm. décidé de rendre ma démission et je suis venue au Niger. Et c'est en essayant d'être beaucoup plus associative, en me rendant compte de plus d'opportunités que les jeunes ont, que j'ai participé à plusieurs formations en ligne où on parle de changement climatique, on parle de transition énergétique, on parle de la nécessité de protéger le climat, d'agir pour le climat. Et c'est à l'issue d'une formation que j'ai effectuée l'année passée, organisée par l'université Ain El Sham en Égypte. J'ai fait cette formation en ligne parce que j'étais en plein master, donc je ne voulais pas y aller en présentiel. C'est à l'issue de cette formation que j'ai obtenu le titre de African Climate Ambassador, qui est ambassadrice du climat en Afrique et tout. Et cette formation a été plutôt lancée dans le cadre de la préparation à la COP27 qui devait avoir lieu en Égypte l'année passée, en novembre 2022. Donc, j'ai participé à cette formation. On a même travaillé sur des projets qui devaient être, on va dire, faire partie des négociations de la COP27, des décisions prises par les jeunes, des contributions des jeunes en matière de transition énergétique. Et c'est à l'issue de cela que j'ai obtenu ce titre.
Et actuellement, ma mission est plus de continuer la sensibilisation, de continuer la formation des autres, que ce soit par les réseaux sociaux ou directement dans ma communauté et tout. À côté de ça, je suis également SDG advocate, activiste engagée pour les objectifs du développement durable, pour la promotion et déjà l'éducation de la communauté sur tout ce qu'il y a comme objectif de développement durable, que ce soit au niveau de l'accès à l'énergie, l'accès à de l'eau potable, la réduction de la pauvreté et aussi le développement de partenariats avec des entreprises, des parties prenantes et tout. Faire la promotion de cela et aussi engager tous les partis, que ce soit les jeunes, les femmes, les enfants, les gouvernements, tout le monde dans cette lutte contre les changements climatiques et cette atteinte des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Donc, c'est un peu ça de façon globale. À côté de ça, on essaye d'être volontaire dans les activités, dans les actions climatiques. Ici, au Niger, nous avons un club qui est le Climate and Sustainable Development Action Club, un club qui pose des actions climatiques en matière d'agriculture durable, de développement durable, mais plus en milieu rural. Donc, on essaye voilà, d'être engagé. J'ai même été plusieurs fois engagée au niveau de l'équipe de communication. Je réalisais des interviews à chaque fin d'activité et tout. J'interviewais les gens, tout ça. Donc, ça, un peu ça. Actuellement, je suis deux formations. Je me suis donné deux objectifs pour cette année 2023, deux formations qui me tenaient beaucoup à cœur. La première formation, c'est une formation lancée par YALI, qui signifie Young African Leaders Initiative, où je suis plus en train de me former en leadership et engagement civique. La formation finit le mois prochain. Je l'ai débutée, je crois, depuis février 2023, je faisais de cette année. Et la deuxième formation, c'est Student Energy Fellowship, où c'est une formation de 8 mois qui a commencé ce mois-ci et qui se termine en octobre, au cours de laquelle chacun de nous travaille sur un projet qu'il souhaiterait développer dans sa communauté. Donc, la formation nous permet de mieux définir notre projet, nos objectifs, nos activités, tout ce qu'on souhaite faire et à l'issue de cette formation, de pouvoir lancer le projet. Donc, nous avons des coachs, nous avons des sessions de formation, nous avons des workshops, plein d'autres activités que nous faisons dans le but de travailler sur ces projets, mais aussi de développer nos réseaux, de rencontrer de nouvelles personnes, des partenaires potentiels. Donc, c'est un peu ça que je fais en parallèle de mes cours. C'est pas du tout facile. Parfois, je me sens beaucoup je ne sais pas trop quoi faire, j'ai des cours à bosser, j'ai des examens à préparer, des rapports à rédiger. À côté de ça, j'ai des engagements que j'ai pris, que je dois respecter. C'est vraiment difficile, mais c'est, je pense, très important dans son développement personnel. Et justement, j'allais en parler parce que j'écoute tout ça, je me dis, tu dois être super calé en gestion du temps, mais vraiment, parce qu'on se dit parfois, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas de temps. Comment tu fais pour t'organiser? Comment tu fais pour ne pas être au bord du burn-out avec tout ce que tu fais comme activité? Et pour être impliqué à 100% dans chacune d'elles, d'ailleurs. Déjà, pour ce qu'il y a de mon master, c'est la priorité. Donc, c'est en fonction de mes heures libres, en fonction de ma disponibilité hors master que j'essaie de m'organiser. Je sais que de façon générale, on a cours de 8 heures à midi et très rarement les après-midi parce qu'on a besoin de temps de bosse pour mieux se préparer pour l'examen du week-end. Donc, je sais déjà que de 8 heures à midi, c'est déjà mort carrément. Ça, c'est le master, c'est la priorité. L'après-midi, je priorise beaucoup le repos. Donc, j'ai toujours un temps de repos dans l'après-midi, parfois de 14 heures à 16 heures, parfois de 16 heures à 18 heures. En tout cas, je trouve toujours 2 heures ou 1 heure pour me reposer. Et c'est en dehors de ces deux priorités que je me donne maintenant que j'essaie de m'organiser. Pour les cours en ligne, les formations en ligne, je me dis, bon, OK, chaque 1 heure par jour ou 30 minutes par jour, j'essaie de faire. Parfois, c'est même avant de dormir. Si je finis d'étudier qu'il est 23 heures, 1 heure, peu importe l'heure, au moins 30 minutes, je me connecte sur le site en ligne où je dois prendre les cours et tout. Pour Student Energy, actuellement, ça demande beaucoup de temps.
Donc, je me donne 30 minutes par jour. 30 minutes, je me connecte, j'essaie de lire, de faire les exercices qu'on demande. Et quand le temps est arrivé, je me déconnecte. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose que je fais pour y aller. Parfois, il arrive que je n'arrive pas à le faire dans la journée. Donc, j'accumule. Et au week-end, je trouve carrément le temps de faire, de travailler. Donc, ça demande beaucoup plus d'organisation. À côté de ça, avec le master, il y a des trucs qui sont imprévus. Tu peux, par exemple, décider que cet après-midi, je suis libre et tu reçois tout de suite un message où on dit préparez-vous, chers étudiants, aujourd'hui, nous devons faire tant, 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 tant. La dernière fois, j'avais vraiment pas prévu que ma journée serait occupée. Pour moi, j'avais toute la journée pour bosser, pour faire tout ce que j'avais à faire. Et la veille, on reçoit un message nous disant que, OK, l'équipe de Wascal Accra viendra demain, ils doivent réaliser un interview pour Wascal TV Project. Donc, vous devez être prêt. La journée, on doit faire ceci, ceci, cela. Le soir, on doit aller dans un village à 2 heures de Niamey, c'est-à-dire 2 heures aller, 2 heures retour. Ça fait déjà 4 heures. Et ça n'a rien à voir avec le temps à faire là-bas pour réaliser des interviews et tout. Du coup, toute la journée a été prise, ainsi de suite. Donc, ce sont des imprévus, mais surtout de définir on va dire, un planning fixe qu'on essaye de respecter et puis en fonction des imprévus, on s'adapte. D'accord, super intéressant. Mais à t'écouter, on croirait que tu ne procrastines jamais, que tu es toujours en train de travailler. Est-ce que ça t'arrive de procrastiner? Est-ce que tu as des moments où tu te dis non, je suis trop fatiguée pour faire ça? Non, je vais faire ça plus tard. Oui, beaucoup, beaucoup. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup me reposer. Il m'arrive aussi de sortir parfois avec des amis. Mais bon, c'est pas, on va dire à 100%. Parfois, même quand j'ai des examens, je sais que demain j'ai un examen, je suis fatiguée. Donc, parfois, peut-être pendant que je suis en train de manger, je peux mettre un film d'une heure, je regarde mon film. Quand je finis de manger, je continue de regarder et tout. Et après, on essaie, quitte même à dormir, peut-être on va dire même à 2 heures du matin, mais à profiter peut-être d'une heure ou deux dans la journée à se reposer. Il arrive aussi des fois, les week-ends, à sortir avec les amis. On peut décider que ce samedi, on sort par exemple à 19 heures, on va au resto, on fait ci, on fait cela. On peut revenir autour de 23 heures. Mais bon, on essaie toujours de s'adapter comme ça. C'est quelque chose qui est très essentiel déjà pour la vie sociale, qui est essentiel aussi pour son épanouissement personnel et qui est essentiel aussi pour pouvoir mieux se concentrer parce que si tu es toujours focus, 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 à un certain moment, ça devient un peu trop, tu as besoin de relâcher. Donc, on le fait, ça c'est sûr, à 100%. On essaie toujours de se donner du temps pour le plaisir. Et puis bon. Ok, bah, tu me rassures, tu es un être humain normal. Oui. Ok. Mais à part tout ce qui est activité associative et évidemment aussi en dehors de tout ce que tu fais autour de ton master, est-ce que tu as d'autres activités, des activités peut-être liées à la religion ou des activités sportives? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Oui, d'abord en termes d'activités religieuses, oui, j'ai des activités religieuses, que ce soit en termes de méditation personnelle, en termes de lecture coranique, en termes, on va dire, euh, d'action un peu plus personnelle, religieuse, oui, je le fais. J'ai comme pour habitude d'aller tous les vendredis à la mosquée, comme même que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais je fais l'effort de le faire parce que c'est que ce n'est pas évident en une semaine d'avoir le temps de peut-être méditer, d'écouter un peu de trucs religieux, de ce genre. Donc, j'essaie chaque vendredi d'aller à la mosquée, au moins le petit temps de prêche, j'apprends quelque chose de nouveau, ça me va comme ça. Même si toute la semaine, je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose de focus sur la religion, au moins j'ai eu ce petit temps où j'apprends quelque chose. Donc, je fais l'effort chaque vendredi d'aller à la mosquée pour ces 1 heure 30 minutes de prêche et de prière. Au niveau des activités sportives, je suis un peu paresseuse. Je ne suis pas sportive, mais bon, je me souviens qu'à chaque fois que je me donne des objectifs, je vais reprendre la cour, je vais reprendre un peu tous ces trucs. Je fais 2 jours, j'arrête, je reprends dans 3 mois, je fais ensuite 3 jours, j'arrête. Donc, en termes d'activité sportive, c'est pas très régulier du tout. C'est pas très régulier, mais ici, on avait une équipe d'handball et de volleyball féminin. Donc, on essayait de temps en temps de jouer entre filles.
Mais après le tronc commun, la première année de cours en groupe, on a été divisé en 4 spécialisations. Donc, moi, ma spécialisation, nous sommes restés au Niger. Il y a les 3 spécialisations, une spécialisation au Sénégal, une spécialisation au Togo et l'autre en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les 4 pays qui ont été sélectionnés pour abriter le programme. Du coup, on est 15 par pays. Et pour les filles, nous ne sommes que 3 filles qui sont restées ici parmi le nombre total de filles. Il y a 14 filles sur 60. Donc, on n'est que 3 filles à être restées au Niger. Du coup, on ne peut pas vraiment organiser une équipe de volleyball ou quoi que ce soit. Donc, ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'activité sportive. Mais quand même, pendant ces 6 mois de semaine, j'ai eu à faire un peu de courses quand même. On peut dire peut-être 3 ou 4 courses en 6 mois. C'est pas trop mal. Ok, bah, super, c'est bon à savoir. Ça fait une belle transition sur la partie qu'on va aborder maintenant, donc les soft skills. Tu es dans ta période universitaire et en général, on va nous dire il faut développer, en dehors des compétences qu'on acquiert avec le diplôme et tout ça, il faut développer des soft skills. Pour toi, quels soft skills sont déterminants pour la préparation de ta carrière? Et parmi ces soft skills-là, lesquels penses-tu sont déjà des acquis pour toi et lesquels penses-tu qu'il te faut encore développer? Ok. C'est une question très intéressante. En termes de soft skills, je dirais que pour un étudiant qui souhaiterait entrer dans le domaine professionnel, il est très important, en premier lieu pour moi, de développer l'esprit d'équipe. Parce qu'il arrive beaucoup en entreprise de travailler en équipe. Tu ne peux pas arriver dans une entreprise et travailler solo. Donc, c'est très important déjà de développer l'esprit d'équipe, la capacité de rédaction. En tant qu'étudiant, tu arrives dans une entreprise, tu devrais être amené parfois à rédiger des rapports, à rédiger quelque chose pour ton boss, à faire quelque chose. C'est très important de savoir communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ça, ce sont des compétences qui sont, je vais dire, un peu plus en dehors des compétences qu'on acquiert à l'école, tout ce qu'on apprend à faire. Par exemple, je sais, par exemple, faire des mesures électriques, je sais faire ci, ok. Mais quelles sont les compétences qui te permettraient de pouvoir évoluer correctement dans le domaine professionnel, de pouvoir te donner une place importante dans une entreprise, de pouvoir faire de toi quelqu'un, on peut dire, quand tu n'es pas là, oh ouais, on sait que oui, cette telle personne n'est pas là, c'est quelqu'un qui pourrait me donner l'exemple, être une sorte de modèle. Donc, comme je l'ai dit, ça va travailler en équipe, ça va communiquer, ça va également donner la chance aux autres. On ne peut pas tout connaître. Donc, parfois, quand on a, parce qu'il y a des entreprises où on travaille en équipe, on a des équipes de travail et tout. Donc, on peut bien avoir un leader qui doit savoir donner la possibilité aux autres de pouvoir également partager leurs avis, de pouvoir parfois être, on peut dire, à la tête de l'équipe, de pouvoir être ceux qui donnent, qui disent, OK, aujourd'hui, moi, je pense qu'on devrait pouvoir faire comme ci, comme ça. OK, let's go. Avec ce que tu as dit, on ira avec ce que tu as dit, on essaiera de voir. Donc, il y a toutes ces compétences. En ce qui me concerne, oui, j'ai beaucoup été amenée à travailler en équipe. Et même pendant le master, on fait beaucoup de travaux d'équipe, beaucoup de rapports, tout ce qu'il y a comme exercice en équipe. Donc, on essaye tant bien que mal. C'est pas du tout facile parce qu'on a tous des caractères différents, on vient de pays différents, de langues différentes. Quand bien même que j'ai appris l'anglais, je peux travailler avec quelqu'un qui est 100% anglophone, qui peut parler, que je ne comprends pas qu'est-ce que ce gars est en train de me dire parce qu'il est peut-être trop rapide en train de parler ou il utilise peut-être des accents ou des mots dans sa langue locale et tout. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rendent parfois la communication difficile. Donc, c'est beaucoup important de pouvoir, tant bien que mal, OK, y aller et puis faire ce qu'il y a de plus important, être optimiste, avoir toujours ce sens du leadership, de l'organisation, la curiosité, tout ce qu'il y a comme, on va dire, dynamisme, ponctualité, tout ça. Pour moi, ce sont des trucs qui sont beaucoup importants et on continue toujours d'acquérir des compétences personnelles, tout ce qu'il y a comme ponctualité. Oui, la ponctualité, c'est quelque chose de très important pour moi. Je déteste attendre, donc je déteste faire attendre les autres. Je déteste être en retard. C'est vrai que ce sont des trucs qui peuvent arriver. C'est pas, on ne peut pas être à 100%, mais bon, c'est quelque chose de très important. Je pense que dans le domaine professionnel, c'est quelque chose que, voilà, je signe un contrat pour
exercer dans une entreprise, je dois être en même d'arriver à l'heure et tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que j'allais te poser une question sur les traits de caractère. Tu viens de dire que tu n'aimes pas du tout les personnes qui ne sont pas ponctuelles. Si tu devais te décrire en 3 mots, en tant que personne et en tant qu'étudiante, qu'est-ce que tu dirais? En tant que personne, en tant qu'étudiante, en 3 mots, je dirais d'abord curiosité. Je suis très curieuse, très, très curieuse. Deuxième mot, je dirais ténacité. Même quand on me dit non, ne fais pas ça, je veux le faire. Pourquoi est-ce que tu me dis que je ne devrais pas le faire? Peut-être que je devrais essayer de voir pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire. Quitte même à me casser la figure, ok, maintenant je sais pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire. Donc, curiosité, ténacité et puis leadership. J'aime beaucoup diriger. Ce qui fait que parfois, ça peut être mal vu ou parfois, ça peut être un peu de trop ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup diriger, j'aime beaucoup être à la tête. Et même en matière d'études, j'ai toujours cette envie de faire partie des meilleurs, d'être toujours celle qu'on apprécie intellectuellement, pas peut-être bien habillée, non, mais celle qu'on apprécie intellectuellement, celle qu'on apprécie pour sa façon de travailler, pour son rendu en termes de devoirs, en termes de notes ou quoi que ce soit. Et c'est pour cela, c'était l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai commencé le master. Je dis, bon, on est 60. Être la première sur 60, c'est pas évident. On va essayer au moins d'être parmi les 4 premiers. Et j'ai réussi ce challenge au premier semestre. J'ai été la 4e sur 60. Je crois que j'ai eu la moyenne de 16,22. Le premier a eu autour de 17. Bravo! La meilleure, j'étais la meilleure parmi les Ivoiriens qui ont été sélectionnés et la meilleure fille. Après moi, la deuxième avait 13 de moyenne. Donc, on passe de 16,22 à 13 de moyenne. C'est vraiment le grand écart. J'étais très contente. Mais au deuxième semestre, ça a été beaucoup plus compliqué parce que déjà, je suis tombée beaucoup malade. L'adaptation devenait un peu plus difficile à mon niveau. J'étais tout le temps malade, le palu et tout. Donc, ça a été vraiment beaucoup compliqué d'étudier. Donc, je crois que j'ai eu une moyenne de 15 et quelques. Et en ce moment, beaucoup d'autres se sont réveillés parce que le premier semestre, ils se sont rendus compte que, ah, mais tiens, on pensait que le truc était aussi simple que ça, mais on voit que les gens sont fixés des objectifs. Pendant que nous, on avait 16 de moyenne, d'autres avaient plus 10, 11, 10, 11. Donc, le niveau était un peu relativement bas pendant le premier semestre. Et selon le contrat, si au niveau du deuxième semestre, tu n'as pas une moyenne d'ensemble de 12, tu es amené à ce qu'on te retire la bourse. Donc, personne n'avait envie de se faire perdre la bourse. Du coup, pendant que moi, je chutais à cause de ma maladie et tout, il y avait les autres qui se rehaussaient. Donc, au deuxième semestre, j'ai été 16e sur 60, mais toujours la meilleure parmi les filles. Malgré que j'étais 16e, aucune fille ne m'a dépassée. C'est juste un frère ivoirien qui m'a dépassée, qui a eu une moyenne de 16 et tout. Donc, je veux dire que c'est un peu cette idée de toujours être au sommet, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau de la formation, de pouvoir avoir toujours quelque chose à dire, à pouvoir apporter aux autres, à être toujours la meilleure version de soi-même. Donc, c'est un peu ça en termes de leadership, curiosité et ténacité. Les 3 mots. J'aime bien ce que j'entends. Et puis même à t'écouter, on voit que tu es éloquente, loquace, que tu es claire dans l'expression de tes idées. Et je pense que ce sont les caractéristiques d'une personne leader. Donc c'est super intéressant. J'aime bien. Okay. Et je retrouve certains traits de caractère de ma personnalité aussi. C'est super intéressant de t'écouter. Et pour aller sur un autre sujet, enfin, on reste toujours à Niamey au Niger, parce que pour ton master, mais est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire une fois que tu auras ton diplôme en poche? Est-ce que tu penses à rester au Niger, à rentrer en Côte d'Ivoire, à partir ailleurs? Et pourquoi? Ok. À l'issue de mon master, j'ai 2 idées principalement. Faire un doctorat, travailler. Donc, d'abord, au départ, je m'étais dit, à l'issue de mon master, je souhaite travailler et ensuite faire un doctorat. Mais ma mère m'a dit, tu es beaucoup jeune, j'ai 23 ans. Elle m'a dit, tu es beaucoup jeune, pourquoi ne pas faire les 3 ans de doctorat? Tu finis, tu as 26 ans, tu as ton doctorat, tu peux faire maintenant ce que tu veux. J'ai vu que, bon, n'a pas trop de tort. Mon père aussi m'a dit, la manière dont tu t'es engagé dans les sciences,
il faudrait que tu sortes au moins professeur d'université. Donc, je trouve ça un peu comme un défi, un challenge. Avec le doctorat, il y a la possibilité de pouvoir travailler à l'université, être professeur d'université. Du coup, après ce master, en fonction des opportunités qui s'offriront, j'aimerais soit faire un doctorat directement, soit travailler dans une entreprise exerçant le domaine de l'énergie. Euh, Beaucoup plus énergie renouvelable, c'est sûr, mais on va dire de façon générale, production d'énergie électrique. Dans quel pays, dans quelle région, je ne sais pas trop parce que le master que nous faisons, c'est un master qui regroupe les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu pourrais avoir une opportunité, par exemple, au Nigeria, sur le coût des partenariats qu'on a au niveau de la formation. Donc, on pourrait être amené à travailler dans un autre pays de la sous-région. Également, nous sommes partenaires avec l'Allemagne, donc il y a la possibilité également de pouvoir obtenir des opportunités au niveau de l'Allemagne. Donc, pour ma part, je dirais, ça sera en fonction des opportunités qui s'offrent. Je suis beaucoup quelqu'un de patriote, mais j'ai toujours cette envie de bien se former, revenir au pays. Je me suis toujours dit, j'ai pas du tout envie de vivre indéfiniment en Europe ou à l'étranger. Que ce soit, par exemple, pour un certain nombre de temps, mais revenir au pays, aller faire ses vacances ailleurs, pas de souci, que ce soit en Afrique, en Europe, même en Asie. Parfois, je parle beaucoup de la Chine, parce qu'ils sont beaucoup développés en technologie. Mais peu importe, pouvoir revenir peut-être au bout de 10 ans, peut-être au bout de 5 ans, pouvoir revenir en fonction des compétences, des formations acquises, pourquoi pas lancer sa propre compagnie qui pourra exceller dans le domaine de l'énergie, pourquoi pas travailler pour des personnes, en tout cas, pouvoir avoir des opportunités localement. Et ça aussi, c'est un souci que les jeunes rencontrent qui font qu'ils sont beaucoup plus amenés à rester à l'étranger parce qu'il n'y a pas souvent des opportunités localement. Donc, on espère que, voilà, pour notre cas, après cette formation, on aura des opportunités localement, que ce soit internationalement, mais le retour au pays se fera, ça c'est sûr. D'accord. En tout cas, c'est intéressant, surtout le doctorat. Mais est-ce que tu as commencé à regarder les différents sujets qui pourraient t'intéresser? Est-ce que tu as commencé à faire des recherches sur des universités potentielles ou Oui, j'ai commencé à faire des recherches parce qu'au niveau du doctorat, il y a beaucoup de bourses de doctorat, des bourses entièrement financées pour des études doctorales dans tout domaine déjà. Et avec le programme Mascal, il y a également des bourses de doctorat. Mais vu que pour notre formation, nous sommes la première promotion, il n'y a pas encore de doctorat dans cette formation. Mais avec les échanges que nous avons eus avec les partenaires et tout, il y a déjà des études qui sont actuellement, des réflexions actuellement sur la possibilité d'ouvrir un doctorat pour notre formation. Donc, si je dois poursuivre avec le centre Ouaska, ce sera seulement un doctorat qui sera très lié à mon master. Mais si je dois faire un doctorat avec une autre institution, ce sera toujours dans le domaine de l'énergie qui va aussi prendre en compte l'économie parce que je suis toujours attachée à l'économie, mais cette fois-ci en termes d'énergie, en termes de, on va dire, d'évaluation de coûts, de production d'énergie, tout ce qu'il y a dans ce sens. Donc, en termes d'université, pour ma part, peu importe, tant que c'est une université déjà de renommée, une université qui offre un système d'enseignement très bien et une université qui est dans un pays déjà sécurisé, un pays où on peut librement étudier sans souci. Pour moi, ça me va. Donc, que ce soit en Afrique, partout ailleurs, ça passe. Ok, bah d'accord, ça c'est dit. On va à présent passer aux questions ouvertes et je vais te demander ton avis sur la transition énergétique de façon générale, cette transition que nous sommes invités à amorcer actuellement du fait du changement climatique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'étudiante qui évolue dans le domaine de l'énergie? En ce qui concerne la transition énergétique, il faut dire qu'on est actuellement dans un contexte où notre environnement change. On observe beaucoup plus de catastrophes naturelles, beaucoup plus d'extrêmes climatiques, que ce soit au niveau des inondations, des sécheresses, la famine, beaucoup d'événements climatiques qui ont lieu, qui nous font comprendre la nécessité déjà d'un changement qui a lieu
et la nécessité d'agir, de poser de nouvelles actions ou encore de changer notre manière de se comporter. Et c'est en cela que la transition énergétique a été, on va dire, proposée, puisque quand on parle de transition énergétique, on parle de la nécessité de migrer des énergies fossiles, c'est-à-dire des énergies qui produisent des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone, vers des énergies renouvelables, des énergies qui ne polluent pas l'environnement, qui sont amies de l'environnement, comme on le dit. Donc, ce sont des énergies qui ne produisent pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, cette transition énergétique, à mon avis, déjà en tant qu'ambassadrice du climat et aussi en tant qu'étudiante dans ce domaine, c'est quelque chose de très important parce que le secteur de l'énergie et le secteur du transport sont les deux secteurs qui émettent le plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ce sont des secteurs pour lesquels il est beaucoup impératif de pouvoir adopter de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies afin de les décarboniser. Donc, qui dit transition énergétique dit nouvelles technologies, nouvelles manières de se comporter, nouvelles manières de produire de l'électricité, de produire de quoi avoir du chauffage, de quoi avoir du froid et tout ça pour les différents procédés énergétiques et industriels. Donc, cette transition énergétique déjà nous permet à nous, populations, de pouvoir réduire le taux de CO2. Donc, qui dit réduction du taux de CO2 dit aussi réduction de la pollution de l'environnement, amélioration des conditions de vie, parce que tous ces changements climatiques ont des impacts sur notre santé, ont des impacts sur notre vie de tous les jours, sur notre sécurité. Quand on parle d'inondation, il y a déjà la sécurité des populations qui est mise en mal. Il y a la sécheresse, donc il y a la famine, il y a des populations qui ont tout ce qu'on a comme insécurité alimentaire et tout. Donc, cette transition énergétique, pour moi, c'est quelque chose de très impératif, mais surtout, c'est quelque chose qu'on doit savoir le prendre, parce que qui dit transition énergétique ne dit pas abandonner totalement les énergies fossiles, mais d'accorder une part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc, c'est ce que j'ai à dire en ce sens. D'accord, point intéressant, et je rebondis sur ce que tu as dit en dernier, l'utilisation des énergies fossiles, notamment en Afrique. Tu parles de réduire l'usage de ces énergies-là, mais quel est ton avis sur la question, particulièrement en Afrique? Parce que l'argument qui est souvent mis en avant, c'est les pays développés ont eu recours aux énergies fossiles pour leur développement, et aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'en interdire l'usage ou d'en sanctionner l'usage, car les pays en voie de développement en ont besoin pour se développer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis particulièrement d'avis avec l'utilisation des énergies fossiles pour le développement d'un pays. Et j'ai tendance à le dire, les pays développés ont utilisé ces énergies fossiles pour se développer. C'est clair que nous, en Afrique, avec l'énorme potentiel qu'on a en matière de pétrole, en matière de gaz naturel, en matière de charbon, en matière de bois, c'est clair que toutes ces énergies nous permettront déjà d'améliorer l'accès à l'électricité parce qu'en Afrique, il y a beaucoup, des millions de personnes qui n'ont pas l'accès à l'électricité. Donc, c'est clair que ces énergies fossiles non renouvelables permettront de pouvoir développer l'Afrique, de pouvoir améliorer également l'accès à l'électricité pour certaines, pour la population en général. Mais c'est également un couteau à double tranchant parce que quand bien même que j'améliore mon accès à l'électricité, eh bien, je me crée des soucis de santé. Les femmes, par exemple, qui sont beaucoup proches de ces charbons, de ces outils de ménage qui sont non renouvelables, elles sont beaucoup plus exposées à tout ce qu'il y a comme fumée, tout ce qu'il y a comme CO2 produit à partir de ces sources renouvelables. Et ce sont également des émissions qui vont dans l'atmosphère, qui causent tout ce qu'il y a comme changement climatique. Donc, en ce qui me concerne, je suis d'avis avec le fait qu'on a besoin des énergies fossiles, mais on devrait pouvoir accorder aussi de la place aux énergies renouvelables. Avec les énergies renouvelables, on a également la possibilité d'avoir
comment on va dire, des technologies de cuisine, tout ça, renouvelables qui produisent peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et on a même des technologies qui ont été développées pour ce qu'on appelle en anglais smart cooking, les préparations intelligentes, où on a des systèmes intégrés qui produisent moins de gaz à effet de serre, que ce soit à partir de biomasse, à partir d'énergie solaire et tout. On a même visité ici au Niger on va pas dire une entreprise, une structure appelée Anersol, où on a visité ce qu'on appelle une cuisinière solaire. Et on a même eu à déguster ce qu'ils avaient préparé. C'était de la viande un peu braisée de ce genre, qui a été cuisinée, excuse-moi, grâce à des ustensiles qui travaillent avec de l'énergie solaire. Donc, ce sont des trucs qui existent, mais l'Afrique a ses propres réalités. Donc, on ne va pas demander à des populations qui n'ont pas de quoi s'acheter ces équipements aussi chers, qui ont des coûts très élevés, de pouvoir le faire. Mais c'est dans ce sens qu'on a besoin de l'implication du gouvernement, l'implication d'organisations, tout ceci, pour améliorer l'accès aux technologies vertes pour toutes les populations du monde. D'accord. Merci beaucoup pour ton avis sur la question. Toi, aujourd'hui, en tant qu'étudiante, presque à la fin de ton parcours, est-ce que tu conseillerais le domaine de l'énergie à une jeune femme ou un jeune homme ayant fraîchement obtenu son baccalauréat et, enfin, si ce dernier ou cette dernière ignore dans quel domaine il devrait s'orienter, et pourquoi tu le lui conseillerais? D'accord. Déjà, si je dois conseiller ce domaine, oui, je le ferai. Mais je pense que c'est pas toujours intéressant d'orienter quelqu'un vers un domaine parce qu'il faudrait d'abord que la personne principalement sache ce qu'elle veut. Si la personne n'a jamais entendu parler de l'énergie, c'est clair que je lui donnerai des informations, tout ce qu'il y a comme énergie, les opportunités, les débouchés, les challenges et tout. Et ça sera maintenant à cette personne de pouvoir définir ses objectifs en matière de choix. OK, bon, le domaine de l'énergie, voilà ce que j'ai entendu, est-ce que ça me sied et tout. Mais pourquoi conseiller le domaine de l'énergie à quelqu'un? Déjà, l'énergie, c'est quelque chose dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas passer une journée sans utiliser de l'énergie. L'énergie sous toutes ses formes, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie sous forme de chaleur et tout, on utilise l'énergie chaque jour, on en a besoin. Donc, c'est un domaine qui demande beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup plus de développement, beaucoup plus de personnes inclus qui travaillent dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, qui améliore la production d'électricité dans tous les pays et tout. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir amener plus de personnes à s'intéresser dans le domaine de l'énergie, mais c'est surtout intéressant de faire un domaine parce qu'on a vraiment envie de le faire à un certain moment donné. C'est un peu comme le domaine de la médecine, c'est un domaine qui est très sensible. Donc pour devenir médecin, il faut le faire, mais il faut vraiment vouloir le faire. Pour qu'au moins on sait que, OK, les patients qui viendront, tu prendras soin d'eux et tu pourras être, voilà, ça ne sera pas l'hôpital pour la mort, mais l'hôpital pour la vie. Donc, c'est un peu la même chose dans le domaine de l'énergie, pouvoir avoir des personnes qui pourront utiliser correctement les équipements, qui pourront être intéressées à travailler dans ce domaine. Donc, demander à quelqu'un d'entrer le domaine de l'énergie, c'est d'abord que cette personne ait la motivation et ensuite l'accompagner, on va dire, dans ce domaine. Ok, formidable. Et on approche doucement de la fin, déjà, malheureusement. Et alors, on va faire un petit peu de rétrospection. Aujourd'hui, quelle est la leçon la plus importante que tu penses avoir tirée de ton parcours jusqu'ici? En termes de leçons, déjà, c'est de savoir que rien n'est acquis et rien n'est facile. Parce que pendant mon parcours, j'ai vraiment eu pas beaucoup d'échecs, mais j'ai déjà vécu des échecs, des difficultés qui m'ont parfois euh, donné l'envie clairement d'abandonner. Au départ, quand je me suis lancée dans le domaine de la science, ma mère, elle ne voulait pas du tout.
Il n'y a personne dans la famille qui a fait des sciences de ce genre. Tout le monde a beaucoup plus comptabilité, finance, tout ce qui est comme, on va dire, communication, des filières de ce genre qui sont plus filles, qui sont beaucoup plus simples. Et je suis la seule qui sort de nulle part avec cette histoire de sciences, de physique et tout. Donc, c'était déjà beaucoup difficile. Il fallait prouver que oui, c'est quelque chose qu'on étudie de nos jours et c'est quelque chose qui est porteur d'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Mais quand tu rencontres des difficultés, c'est très compliqué, que tu n'as pas vraiment quelqu'un sur qui, on va dire, compter pour t'aider réellement dans le domaine que tu fais. Je prends le cas de mes deux grandes sœurs. Elles ont toutes les deux fait des domaines qui sont liés à la communication, la comptabilité et tout. Donc, quand l'une a un souci, elle peut facilement se référer à l'autre pour avoir de l'aide et tout. Mais dans mon cas, on me dit toujours, ah, vraiment, on ne peut pas t'aider, mais bon, ça va aller, on va prier pour ton courage, c'est de voir qui peut t'aider et tout. Donc, c'est vraiment difficile. Des fois, je me dis, ah, dans quoi est-ce que je me suis embarquée et tout. Donc, il y a beaucoup de regrets, mais la leçon la plus importante, c'est que rien n'a acquis, mais rien n'est difficile en fait. On peut toujours s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est vraiment zéro regret dans ce que je suis. Et c'est déjà même une fierté pour la famille. Quand des fois, je commence à dire, oh, je suis titulaire d'une licence de physique, je suis actuellement étudiante en master, on me dit, non, s'il te plaît. On sait que vraiment tu viens de loin. Donc, c'est une fierté pour la famille de façon générale et ça montre que oui, ça n'a pas été facile, mais bon, on y est arrivé et on continue d'aller jusqu'au bout, d'atteindre les objectifs les plus hauts. Super, mais tu as parlé de ne pas avoir de regrets, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu dirais que tu te sens fière de toi, de tes accomplissements, fière du chemin parcouru, et quelle est la plus grande fierté parmi toutes ces choses dont tu es potentiellement fière? Hum. Effectivement, aujourd'hui, je suis très fière de moi. Je suis passée de caractère, c'est vrai, je suis beaucoup caractérielle, toujours très brillante, on va dire, celle qui veut toujours au sommet, mais beaucoup introvertie, beaucoup dans mon coin parce que je suis tout le temps focus, études, cahier, comme ci, comme ça. Et j'avais des amis, mais je n'étais pas vraiment sortie avec les amis, faire ce genre de trucs. Pour moi, c'est plus à la maison, si je m'ennuie, je regarde la télé, je dors, je suis là, comme ça. Mais aujourd'hui, je suis devenue un peu plus extravertie, je suis beaucoup plus associative, je n'ai pas vraiment peur de m'exprimer. Avant, c'était vraiment difficile pour moi de m'exprimer. Même en classe, quand je ne comprends pas quelque chose, c'était difficile de lever la main pour dire, ah, je ne comprends pas ça et tout. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de, c'est très facile. Je ne comprends pas, je demande, même si ça fait rire, on va rire. Et ensuite, on va m'expliquer. Bon, c'est le plus important. Et ça, des fois, c'était difficile d'approcher le professeur. Monsieur, s'il vous plaît, ou d'aller voir un professeur dans son bureau. Monsieur, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir des conseils. Mais maintenant, c'est vraiment une chose qui est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai besoin de comprendre quelque chose, j'y vais. Et puis, bon, voilà. Si je suis allée voir un professeur, il était énervé, ou quelque chose, il m'a dit quelque chose, tant pis. De toute façon, moi, je suis allée le voir et tout. Donc, je suis vraiment très fière déjà de ce que je suis devenue, de la personne que je suis aujourd'hui, mais je suis consciente du fait que ce n'est pas encore accompli. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, il y a beaucoup de choses que j'aimerais accomplir et j'essaie de me donner les moyens de pouvoir atteindre cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais bon, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Mais je vais m'arrêter là d'abord. Ce n'est pas grave. Je pense que tu as même rajouté des choses à ta réponse. Mais est-ce que quand tu regardes tout ça, alors est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou ferais différemment? Mais je suppose que non, parce que tu dis que tu as pas de regrets, mais ça n'implique pas forcément avoir un regret, hein. On peut se dire, «Je regrette pas ça, mais bon, peut-être que j'aurais fait ci au lieu de faire ça». Oui, honnêtement dit, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop parce que dans toute vie, dans toute carrière, il y a des hauts et des bas. Et puis, bon, je ne sais pas trop ce que j'aurais eu comme regret au niveau d'abord de ma formation. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Peut-être qu'il y en a, mais sur le coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop.
Bah, tant mieux alors, parce que vivre avec des regrets, ça n'a rien d'intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais ou tu pourrais dire à la Penda de l'avenir? Disons la Penda que tu seras ou voudrais être dans 10 ans. Ok, Penda, dans 10 ans, quand je la vois déjà, ça sera sûrement une jeune femme mariée, peut-être mère de 2 enfants et qui évolue sûrement toujours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine scientifique. Déjà titulaire d'un doctorat, c'est sûr, elle a d'ailleurs intérêt à être déjà titulaire d'un doctorat. Et aussi, déjà dans 10 ans, j'espère en tout cas pouvoir accomplir tout ce qu'il y a comme objectif au niveau de ma formation personnelle. Comme j'ai dit, le doctorat, m'améliorer en anglais. Quand bien même que je m'exprime très bien en anglais, le fait que je ne sois pas, on va dire, native en anglais, il y a toujours des imperfections. Des fois, en fonction de la nature de la conversation, il arrive que tu perds parfois tes mots, il arrive parfois que on va dire, tu n'as pas suffisamment de vocabulaire pour t'exprimer et tout. Donc, c'est la formation en anglais, j'aimerais vraiment la continuer. Je vois déjà Penda dans 10 ans qui s'exprime parfaitement en anglais de la manière la plus fluente possible. Et surtout, parfois quand je rêve grand, je me dis, toi, tu seras ministre de l'énergie, tu seras peut-être même, je sais pas, directrice de cabinet du président de la République. Oh, vraiment, je rêve grand et j'espère que même si c'est pas aussi grand que ça sera moyennement grand. Donc, on espère que ça sera le cas. On verra bien dans 10 ans. Ça sera grand. En tout cas, on te le souhaite. Et ben, on va arriver au mot de la fin. Est-ce que tu aurais un dernier message pour clore cette interview? Et aussi, est-ce que tu aurais une citation phare que tu voudrais partager avec nous, qui est peut-être source de motivation pour toi? D'abord, je vais commencer par la citation phare avant de donner le mot de fin. Au Ok. niveau de la citation phare, j'ai 2 citations phares. La première citation phare, c'est plus du point de vue religieux, on a tendance à le dire, avec la difficulté vient la facilité. Donc, si quelque chose commence à être difficile dans ta vie, si tu rencontres des difficultés, sois sûr que ça signifie qu'il y a quelque chose de facile, de bien heureux qui arrive par la suite. Donc, ça, c'est une source de motivation la plupart du temps quand il y a des difficultés, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit des difficultés personnelles, des difficultés dans les relations de tous les jours. Je me dis que bon, ça va passer, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui et tout. Et même, vu que j'ai pour habitude de participer, de faire des événements en ligne de matière de quand je dis, ah, j'ai vraiment envie de participer à ceci, j'espère que je serai sélectionnée. Et malheureusement, je ne suis pas sélectionnée. J'ai dit, bon, c'est pas grave, peut-être que la prochaine opportunité, je serai sélectionnée. C'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux et tout. Donc, c'est la première citation phare. La deuxième citation phare, c'est une citation qui est beaucoup axée sur le domaine du changement climatique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Leonardo DiCaprio qui l'a dit. Il a dit que l'outil le plus important pour pouvoir changer le monde, c'est-à-dire à lutter contre le changement climatique, c'est toi. C'est-à-dire que nous ne sommes que les principaux acteurs pour pouvoir déjà lutter contre les changements climatiques, améliorer notre propre situation et pour pouvoir aussi changer notre vie dans le meilleur sens possible. Donc, ce sont ces 2 citations phares. Maintenant, en termes de dernier message, d'abord, je tiens à remercier l'équipe d'Ali Énergie pour cette interview. C'est déjà un très bon moment. C'est plus qu'au-delà de mes espérances parce que c'est déjà un interview qui me permet de parler de tout ce qu'il y a comme parcours, tout ce qu'il y a comme énergie et c'est déjà très intéressant. Donc, déjà, merci beaucoup à toi, Linda, pour l'invitation. Merci à ton équipe pour le travail que vous faites dans le domaine de l'énergie et j'espère que voilà, ça continuera et que vous aurez encore beaucoup plus d'impact, beaucoup plus, on va dire, d'expérience dans ce domaine qui pourront permettre de toucher beaucoup plus de personnes et de réaliser quelque chose de très beau au final. En tant que mon dernier message sera plus en tant qu'ambassadrice climat, en tant qu'étudiant dans le domaine de l'énergie.
c'est de dire que nous sommes actuellement dans un contexte où nous avons euh, des changements climatiques, nous avons des réalités qui existent, des extrêmes climatiques que nous vivons, des personnes tout autour du monde qui sont beaucoup touchées par des phénomènes climatiques qui, on va dire, qui souffrent directement, c'est ce qu'on va dire, qui souffrent et qui sont beaucoup touchés par ces changements climatiques. Et à côté de cela, nous avons tout de même la possibilité de changer cela. Et pour cela, nous avons besoin de regarder tout autour de nous et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui vit dans un environnement où il y a beaucoup de déchets. Pourquoi ne pas décider de créer un petit groupe ou moi-même tout simplement gérer la collecte de déchets de mon environnement. Gérer par exemple le ramassage des ordures ou quoi que ce soit. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui vit dans un environnement qui vit dans un environnement rural où on a comme ça, on vit de l'agriculture, de tous ces trucs. Pourquoi ne pas essayer de voir ce qu'on peut faire pour mieux gérer les résidus d'agriculture, pour améliorer déjà le rendement de la manière la plus clean, on va dire, possible. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous vivons par jour. On ne se rend pas compte au fait de la très petite chose qu'on peut faire pour changer les choses, pour faire bouger les choses. Et j'aimerais aussi dire aux jeunes qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Beaucoup d'opportunités pour pouvoir se former, beaucoup d'opportunités pour pouvoir développer son réseau, pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir assister à des conférences internationales. Il est beaucoup important de s'informer, beaucoup important de chercher à s'informer, se former et surtout échanger avec les autres. Et il y a quelque chose qui est très important au niveau des opportunités internationales, c'est l'anglais. Il est beaucoup, très important de, on ne va pas dire maîtriser l'anglais, mais de connaître, pouvoir s'exprimer déjà tant bien que mal en anglais pour pouvoir avoir des opportunités vraiment inimaginables, on va dire. Pouvoir, par exemple, participer à la COP, pouvoir participer à des décisions, à pouvoir donner son mot à dire, à pouvoir avoir son mot à dire, en fait, dans ce qui concerne tout ce qu'il y a, c'est pas forcément le changement climatique, par exemple, la paix, la justice, plein de choses, l'accès à l'emploi. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup d'organisations internationales qui existent. Et le dernier mot, c'est à l'endroit des gouvernements, à l'endroit des organisations internationales, de façon générale, c'est de pouvoir donner beaucoup plus encore, ce n'est jamais suffisant, beaucoup plus d'opportunités aux jeunes, aux femmes, aux enfants. Pour les jeunes, beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir se former, pour pouvoir devenir des acteurs dans leur communauté respective, de pouvoir acquérir des compétences et de pouvoir être autonomes. Pour les femmes, c'est pareil, mais beaucoup plus d'opportunités pour l'autonomisation des femmes, beaucoup plus d'opportunités pour l'amélioration des conditions de vie des femmes autour du monde, parce que je suis, on ne va pas dire féministe, mais je suis pour l'égalité des chances pour tous les sexes, sans distinction de race ou quoi que ce soit. Donc, donner beaucoup d'opportunités aux femmes de se former, d'avoir la possibilité d'aller à l'école, d'avoir la possibilité de siéger dans des prises de décision, autour de tables de prise de décision. Et pour les enfants, donner la possibilité aux enfants de, on va dire, de grandir sainement. Et qui dit grandir sainement parle d'écologie, parle d'environnement, on va dire, sain, dans un environnement où l'enfant a tout ce qu'il y a comme, on va dire, opportunité, tout ce qu'il y a comme, tout ce qu'un enfant a besoin pour pouvoir vivre heureux. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qui concernent les enfants. Déjà, il y a les maltraitances, il y a tout ce qu'il y a comme viol fait sur mineurs. Il y a beaucoup de choses que les enfants aujourd'hui autour du monde, il y a des enfants qui sont déscolarisés. Donc, c'est appelé de façon générale toute la communauté internationale, tout le monde entier à pouvoir agir comme il le faut, que tu sois un membre du gouvernement, que tu sois un simple jeune, que tu sois un chef d'entreprise, à pouvoir repenser tout ce qu'il y a comme transition énergétique, tout ce qu'il y a comme accès à des opportunités, tout ce qu'il y a comme vivre sainement, développement durable. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Et encore une fois de plus, merci beaucoup pour cette interview. C'était un réel plaisir.
Merci à toi, le plaisir est pour nous. On a été très heureux de t'accueillir ici et vraiment, ça a été un partage enrichissant et j'ai beaucoup appris de ta part et voilà, on espère qu'on va éventuellement encore te recevoir avec nous pour parler d'un sujet différent, autre que ton parcours et je suis ravie que tu aies en tout cas pris plaisir à être aujourd'hui avec nous et merci Merci, encore une fois à toi. Et je te dis à la prochaine. merci, à la prochaine, à très bientôt. À bientôt. Super.